Oui, une question. Je pourrais qu'on fasse une petite méditation avant de reprendre les questions, s'il vous plaît, pour essayer de se placer à un autre niveau, peut-être. Essayer un peu d'intérioriser ce qu'on a entendu. Donc vous vous concentrez sur la respiration pendant Donc pour ça, il suffit simplement de s'intérioriser, de regarder, d'observer le souffle qui entre et qui sort. Donc si on ne ressent pas au début, on peut prendre une grande inspire, une grande expire pour ressentir ce mouvement et ce passage de l'air. Ensuite, on prend un point précis, soit à l'entrée des narines, soit à l'abdomen. On y pose son esprit, son attention. Et on laisse passer toutes les pensées distrayantes, tous les souvenirs, tous les projets, toutes les formes d'interrogation. On essaye de faire un avec le souffle. Lorsque vous sentez que votre esprit est détendu, qu'il est paisible, qu'il est bien ancré dans le présent, qu'il est vaste, vous essayez de générer une motivation positive pour être là, aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a amené ici? Réfléchissez à cela. Quelle est la cause? Quelle est la cause immédiate? Quelle est la cause plus lointaine? Quelles sont les causes encore plus lointaines? Essayez de vous interroger là-dessus, d'avoir un ressenti par rapport à ça.
Donc, si le résultat est positif, si l'effet est positif, c'est que la cause a été positive. Donc cette cause positive, maintenant, elle n'est plus là. Elle a cessé, elle a disparu. Mais rien ne vous empêche maintenant de mettre une cause positive dans votre esprit, votre courant de conscience, pour avoir des résultats de bonheur dans le futur. Donc, par exemple, une cause positive que l'on peut mettre dans son esprit maintenant, c'est de se dire, d'avoir une motivation, que l'on n'est pas là par hasard, que l'on a décidé intentionnellement de venir ici, et que nous souhaitons que notre présence ici soit bénéfique à nous et aux autres. Essayez ainsi de mettre plein de causes dans votre courant de conscience, plein de causes positives, en générant des motivations positives pour être ici, pour faire ce que vous faites, pour être ce que vous êtes. Dans la méditation analytique, on crée des pensées, on amène des pensées, on produit des pensées qui sont des actes mentaux pour créer du bonheur, pour créer du karma positif. Si on reste sans rien faire dans la méditation, bon, c'est bien, ça détend, mais ça ne crée pas vraiment de causes positives. Ça crée des causes neutres, tout simplement. Donc c'est pas très efficace. Si pendant ce moment de méditation, on utilise son esprit pour le diriger vers un but grand, positif et bénéfique aux autres, ça va laisser une empreinte. Et cette empreinte va mûrir
va se révéler et apporter du bonheur à soi-même et aux autres. Essayez de ressentir ça. Si vous avez un sentiment, un ressenti de joie qui s'élève en vous, dans votre esprit, dans votre cœur, offrez-le aux autres. Partagez-le. Partagez-le avec tous ceux qui font partie de votre vie, que vous avez visualisés à côté de vous pendant cette matinée. Partagez-le là plus largement aussi, envers tous les êtres que vous ne connaissez pas ou pas encore. Et souhaitez qu'il leur apporte aussi beaucoup de bonheur. Pour terminer cette méditation, on va se demander qui est ce je qui fait cette expérience de bonheur ou de souffrance. En tout cas, cette expérience maintenant. Où il est ce je? Qui est-il? Comment existe-t-il? Où se trouve-t-il? Est-ce qu'il est dans le corps? Est-ce qu'il est dans l'esprit? Dans la conscience? Est-ce qu'il est dans quelle conscience? Conscience visuelle, olfactive, gustative? Conscience mentale? S'il est dans la conscience mentale, dans quelle partie de la conscience mentale est-ce qu'il est? Il n'est pas dans le passé, parce que le passé n'existe plus. Il n'est pas dans le futur, parce qu'il n'existe pas encore. Est-ce qu'il est dans le présent? C'est quoi le présent? C'est une minute? C'est une seconde? C'est une milliseconde? Est-ce qu'il faut en conclure qu'on n'existe pas? Qu'il n'y a pas de je? Certainement pas, puisqu'on a bien conscience d'exister, d'être un individu à part entière.
à essayer de sentir, de voir, de comprendre, de réaliser, d'analyser comment ce jeu existe. Ce jeu, donc, qui est la cause et la conséquence de tous nos actes, de toutes nos paroles, toutes nos pensées. Ce jeu qui anime toute notre vie, tous nos sentiments, toutes nos histoires personnelles. Il est où ? Regardez, quand vous pensez « je », regardez ce qui vous apparaît, ce qui apparaît à votre esprit. Est-ce que c'est quelque chose qui n'existe pas ou que c'est quelque chose qui existe ? La conclusion à laquelle on arrive, c'est que ce jeu existe, mais n'existe pas de manière autonome, indépendante, mais simplement en interdépendance, avec un objet, avec une action. Mais ce n'est pas comme ça qu'il nous apparaît. Il nous apparaît comme existant de lui-même, par lui-même, en lui-même. Donc il y a une différence entre le mode d'apparence et le mode d'existence. Et si on arrive à éliminer cet écart entre le mode d'existence et le mode d'apparence, on réalise la vacuité. Et la vacuité ne nie pas le karma. Au contraire. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà. Bien, donc il reste un peu de temps, juste pour terminer cette présentation générale du karma.
Avant cet après-midi, on rentrera dans les aspects plus spécifiques du karma pour mieux comprendre. Donc la définition, donc on a dit, la loi du karma fait partie de la loi plus générale de la causalité, mais concerne spécifiquement les êtres vivants. Hein. On ne parle pas du karma des plantes ou du karma des arbres. C'est quand on parle du karma, ça concerne uniquement les êtres vivants. Et elle régit aussi, comme je vous l'ai lu dans l'exemple que donne Rinpoche, elle régit aussi la manière dont le monde nous apparaît, hein, dont nous percevons le monde, et l'expérience que nous faisons du monde, que nous avons du monde. Donc le karma n'est pas... Tout ce qui nous arrive, toutes nos perceptions, tout ça, c'est pas en fait le fruit du hasard. Hein. Toutes nos expériences ne sont pas le fruit du hasard. Elles n'ont pas été créées par un Dieu tout-puissant non plus, d'après le bouddhisme, mais comme le résultat d'actes antérieurs. Et d'actes au sens large, c'est-à-dire d'actes physiques, de paroles, de pensées, dans nos vies passées. Et le karma n'est pas une fatalité, parce que, à la différence d'une fatalité, ou du destin, vous voulez, nous pouvons agir sur notre karma. Donc les enseignements du Bouddha ont pour but de conduire tous les êtres, en fait, à la libération. Donc, tous ces enseignements, dont celui du karma, sont véridiques, sont vrais. Même si nous n'en voyons pas toutes les ramifications. Ça, c'est des choses qui nous dépassent. C'est obligé. Mais on peut commencer à intuiter, à voir certains aspects, essayer de mieux comprendre certains aspects. Même si en fait, cette loi nous dépasse complètement dans toutes ses ramifications. Une chose importante aussi que je voulais vous dire, que la loi du karma, en fait, cette loi naturelle, elle s'inscrit dans la relation sujet-objet. Forcément. Dans la relation du sujet et de l'objet, dans la relation avec nos expériences. Objet au sens large. Hein. Objet, personne, expérience, perception, sentiment, etc. Un Bouddha, lui, il est libre du karma. Pourquoi ? Parce qu'il n'opère pas dans la dualité sujet-objet, en fait, comme nous. Donc c'est pour ça. Hein. Quelqu'un qui a réalisé la vacuité, comme la méditation qu'on vient de faire, là, par exemple, dont on peut vous donner un petit avant-goût, voit l'absence d'existence réelle du sujet et l'absence d'existence réelle de l'objet. Donc autrement dit, et de la relation sujet-objet. Donc échappe à cette loi du karma. Et grâce à du fait d'être sorti de la dépendance ou du dualisme sujet-objet, il peut comprendre, en fait, un Bouddha, toutes les implications complexes qui se tissent, qui se lient entre le sujet-objet et qui sont basées sur une croyance erronée en la réalité intrinsèque du sujet et de l'objet. Mais nous n'en sommes pas là. Hein. Mais c'est à ça que va nous amener finalement la réflexion sur le karma. Alors, je vous dis, faites attention, bien attention, de ne pas
que le karma, que la réflexion, donc la méditation sur la vacuité ne vous conduise pas à nier le karma. Sinon là, vous êtes perdu. Les enseignements du Bouddha ne pourront plus vous être utiles. Donc, oui, dans le karma aussi, dans les généralités que je voulais vous dire, aussi quand on parle d'action positive ou d'action négative, en fait, ça fait référence en fait à notre aspiration, à nous tous. Nous aspirons tous au bonheur, hein, tous. Même un être qui fait souffrir les autres, il aspire au bonheur. Et il s'y prend mal hein, pour trouver le bonheur, ça c'est sûr. Comme nous d'ailleurs. Hein. Si on s'y prenait bien pour trouver le bonheur, on serait parfaitement heureux tout le temps. Ce n'est pas le cas. Hein. Donc nous avons toute cette même nature de vouloir, qui nous rend complètement égaux les uns avec les autres, de vouloir le bonheur et de ne pas vouloir souffrir. Et donc c'est cette aspiration, donc au bonheur qui est considérée comme positive en fait, et est définie comme action positive, toute action qui amène un bonheur. Hein, donc c'est pas positif, c'est pas un jugement quand on dit positif ou négatif. Hein. C'est toute action qui crée du bonheur, toute action qui est positive, toute action qui crée de la souffrance est négative. Donc c'est quelque chose de très pragmatique, hein, de très très immédiat, de très pratique. Si on veut juger si c'est négatif ou positif, il faut regarder si ça amène du bonheur ou de la souffrance en soi. Hein. Et pas forcément un bonheur immédiat, hein, mais un bonheur à long terme. Donc une action qui conduit au bonheur va être considérée comme positive, tandis qu'une action qui fait souffrir sera considérée comme négative. C'est tout. C'est le seul jugement qu'on peut donner. Donc c'est dans cette relation donc, causale avec le bonheur et avec la souffrance qu'on va distinguer entre action positive et action négative. Donc ça, c'est pour les principes généraux, on va dire, du karma, ou les définitions générales, pour bien comprendre ce que c'est. Maintenant, si on parle du processus lui-même, du processus du karma, comment ça se passe ? Comment ça fonctionne, le karma ? Donc, comme je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, nous avons tous en nous un potentiel de cause latente, et d'autres qui sont manifestes. Et au sein de ces causes, l'individu, nous-mêmes, donc, nous agissons avec notre intelligence et avec notre motivation. Au sein de toutes ces causes qui nous font agir. Donc notre motivation, ou l'intention, appelez-la comme vous voulez, l'intention, la motivation, met en route, met en jeu un certain nombre d'actions. Et ces actions entraînent des effets. Ces effets laissent une empreinte dans notre conscience, dans la conscience de celui qui agit. Donc, je reprends. On a un potentiel de causes latentes. Ces causes latentes nous sont présentes. La motivation met en route un certain nombre d'actions. Ces actions entraînent des effets. Ces effets impriment une empreinte dans la conscience. Et ensuite, ces empreintes sont mises en mémoire dans les profondeurs, on va dire, de notre conscience pendant une durée indéfinie. C'est ça, on parle de temps sans commencement. Donc, il y a des tas d'empreintes qui sont non manifestées dans notre courant de conscience. Certaines sont manifestes. C'est ce qui donne lieu à toutes nos tendances, par exemple. Nos tendances à mentir ou à dire la vérité, à blesser ou au contraire à aider les autres. Toutes ces tendances que l'on connaît bien, en fait. Il suffit de les observer, on connaît parfaitement nos tendances. Si on a tendance à faire tel ou tel acte. Donc tout ça, ce sont des causes qui sont manifestes et qui créent
qui crée une personnalité, hein, qui crée un individu, en fait. Donc ces empreintes vont sur notre courant de conscience pendant une durée indéfinie. Et certaines de ces empreintes arrivent à maturation et d'autres pas. Donc une fois qu'une empreinte est arrivée à maturation, c'est difficile de la purifier, puisque l'effet a déjà été produit. Difficile de purifier, d'éliminer un effet qui est déjà là. Mais par contre, on peut éliminer des potentialités pour éviter qu'elles donnent des effets. Donc c'est là où le processus de purification a lieu, hein, sur les causes. Donc lorsque ces empreintes arrivent à maturation, ces graines, comme si vous voulez, elles sont actualisées sous forme d'une situation, d'une expérience donnée, d'une joie ou d'une souffrance particulière, qui est l'effet ou qui est le résultat. Donc pour essayer de le ressentir, ça, je vous propose une petite méditation très courte qui, voilà. J'espère que je l'ai amené. Je suis pas sûr de l'avoir, en fait. Donc essayez juste de prendre conscience de toute l'activité mentale qui a lieu dans votre esprit, en ce moment-là. En ce moment. Concentrez-vous sur cette activité, sur cette continuité des événements mentaux qui ont lieu. Tout ce que vous ressentez. Content, pas content, triste, joyeux, soucieux, détendu. Et vous voyez que tout change à chaque instant. Vous voyez éclore des tas de pensées qui se suivent les unes les autres. Et dans ce qui se passe dans notre esprit, en fait, on n'est pas complètement impuissant, on n'est pas prisonnier de ce qui a lieu dans notre esprit quand on comprend le karma. On peut très bien identifier ce qui ne va pas, ce qui nous cause des ennuis. Et on peut décider d'y remédier. Essayez d'analyser ça simplement. De regarder ce qui vous cause des ennuis en ce moment. C'est de ressentir que c'est le mûrissement ou la maturation de causes karmiques, de graines, d'empreintes. Essayez de prendre un peu de distance par rapport à cette manifestation. En pensant par exemple que vous n'êtes pas ce souci ou cet ennui ou ce problème.
c'est juste le mûrissement d'actes antérieurs, de causes qui ont complètement cessé. Prenez de la distance. Sentez-vous libre, libre d'agir ou de ne pas agir. Libre d'éliminer le problème ou de ne pas l'éliminer. C'est à vous de décider. Vous avez le choix. Vous pouvez transformer le problème. Le problème, à ce moment-là, ne vous apparaît plus comme un problème. Vous n'avez plus cette expérience d'un problème comme étant un problème, mais comme étant une glace au chocolat. Comme dit Lama Zopa. Lama Zopa dit qu'on pourra en arriver à un point où on apprécie, où on aime les problèmes, autant qu'on aime une glace au chocolat. Eh bien, bon appétit. Sashi puki shoshi meto charira nije nye de genpa di sange jinto mite pirwaye droken nam la shin la shepa shuye dam guru ratna mandala kam niryataya mi. On se retrouve à 15h pour la suite. Si vous avez des questions, notez-les. Peut-être qu'on fera une petite séance.